Alors bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle édition des conversations, les conversations qui sont un nouveau format d'échange dans cette période un peu particulière que nous vivons avec les acteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Chaque mardi et chaque jeudi, on se retrouve à 18h pour une discussion à bâton rompu sur cette crise et la meilleure manière d'en sortir. On se retrouve sur la page Facebook et les chaînes d'Hôtel Lodge. L'émission est organisée par Singularité HFT en partenariat avec Hôtel Lodge. Je suis Pascale Boissier, je suis membre de Singularité HFT et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir David Lufman, qui est directeur général de Riviera Village, qui est un groupe d'hôtellerie de plein air. On reviendra sur cette spécificité qui peut être intéressante par les temps qui courent, avec des établissements notamment sur la Côte d'Azur, sur l'île de Ré et en Ardèche. Bienvenue David et merci d'avoir accepté de participer à ces conversations. Première question peut-être, comment vous allez, comment vont vos proches, les équipes et comment vous vivez actuellement tout ce qui se passe? Bonjour Pascal. Avant tout, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être ici et de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. On va bien. On a de la chance d'être dans une région un peu ensoleillée avec un petit peu d'espace extérieur. Donc, on vit un confinement un peu plus extérieur que pour d'autres régions. On va aussi bien qu'on peut. Voilà, maintenant, on est comme tout le monde dans l'attente d'informations, de dates et d'un planning et on est très impatient d'en savoir plus pour pouvoir avancer un peu plus concrètement. Alors, pour donner quelques éléments de contexte, vous êtes une entreprise qui a plus de 60 ans aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre parcours et vos activités? Oui, c'est une entreprise familiale. On est quasiment sur la troisième génération. Enfin, on est sur la troisième génération. Donc, effectivement, on a fêté les 60 ans du groupe l'année dernière. C'est une entreprise qui est historiquement implantée dans le golfe de Saint-Tropez, avec comme vous l'avez dit au départ, une forte prépondérance sur l'hôtellerie de plein air. Donc, historiquement, les campings, et puis on a évolué sur, on va dire, un secteur plus haut de gamme et ce qu'on s'appelle aujourd'hui hôtel de plein air. On a, pour des raisons historiques, gardé plusieurs activités en même temps et on fait un peu l'ensemble de la panoplie du tourisme avec de l'hôtellerie plus traditionnelle, de la restauration. Voilà. On est toujours essentiellement axé sur le golfe de Saint-Tropez, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des établissements aussi d'ailleurs aux Antilles, à Saint-Martin, et puis on est présent sur d'autres départements en France. Voilà. Mais toujours essentiellement concentré sur l'hôtellerie de plein air. Ok. Donc, vous avez une spécificité, c'est qu'au moment où cette crise est survenue, vous n'avez pas eu à tout fermer d'un coup, puisque vous n'étiez pas encore ouvert, mais en revanche, vous étiez vraiment sur le point de réouvrir pour la saison. Quels ont été les impacts immédiats pour vous de cette situation et du confinement? C'est vrai qu'on n'était pas encore ouvert. Je veux pas dire de bêtises, mais les grosses annonces ont lieu entre le 12 mars et le 17 mars par Emmanuel Macron et par son gouvernement. On a historiquement l'habitude de lancer nos saisons entre fin mars et début avril. Donc, on n'était pas ouvert, mais on était prêts. Les sites étaient prêts. Une grosse partie des équipes qui étaient là pour démarrer la saison étaient soit en train d'arriver, soit sur le point d'arriver. Enfin, voilà, on était sur un rythme qui était quasiment un rythme de saison. Et donc, il a fallu rapidement essayer d'ajuster. C'était compliqué pour nous comme pour tout le monde. Déjà de comprendre parce que l'arrêt s'est fait quand même en 3-4 annonces. Moi, j'ai pas compris dès le départ qu'on allait s'arrêter en 4 ou 5 jours, quoi. Le temps que ça se mette en place. Et puis après, il a fallu réorganiser le travail, le télétravail, la mise à distance des gens, les nouveaux process et tout. Donc, les choses sont allées très vite dans l'arrêt de la préparation de la saison et elles sont aussi allées très vite dans la mise en place d'une nouvelle organisation et d'un nouveau fonctionnement. Comment concrètement vous avez organisé justement ces process de télétravail, de réorganisation? Je crois que vous avez vraiment senti un changement assez rapide dans la manière de travailler Ouais. quotidien, évidemment. C'est très compliqué pour nous et encore une fois, comme à mon avis, comme pour beaucoup de nos confrères. On est dans une entreprise familiale, on est sur un segment de plein air, donc extérieur. C'est donc une structure qui est extrêmement opérationnelle.
qui n'avaient pas pensé à des processus de télétravail, qui n'avaient pas pensé à ce genre de procédés de mise en distanciation. Et ça n'était pas dans l'organisation plus que dans la culture de l'entreprise. On n'avait vraiment rien là-dessus. Donc, en quelques jours, il a fallu faire comprendre l'enjeu de tout ça à tout le monde. Je me rappelle que les premières fois qu'on a dit télétravail, j'ai l'impression que certains se sont dit, oula, il y a un gros mot qui est en train d'arriver dans la boîte. Et puis même quand on a dit aux équipes d'arrêter de fonctionner en pinot, quand on a demandé des séparations plus importantes. Après, ça a perturbé pendant quelques jours, mais comme tout le monde a compris le caractère impérieux de ces décisions, bon, on est allé droit au but. Et concrètement, chacun a son espace. On a mis un maximum de gens, comme pour tout le monde, au télétravail. On a dû en arrêter aussi certains qui sont malheureusement en activité partielle. C'est d'ailleurs le cas maintenant de ceux qui restent, qui sont a priori à 50% du temps. Okay. Et puis, on a appris à se mettre en place, on a mis en place des outils qui nous permettent les visioconférences, des audioconférences, des choses comme ça. Voilà. Et puis, on travaille beaucoup sur des nouveaux supports logiciels et informatiques pour pouvoir partager les missions, les tâches, d'autres choses. Des outils qu'on utilisait déjà, mais pas aussi fréquemment. Donc, évidemment, il y a une adaptation des process et des outils qui n'étaient pas forcément tous en place, mais quand on a échangé en amont de cette conversation, vous avez évoqué aussi un changement important dans le lien humain. Finalement, il y a quelque chose qui a vite été, que vous avez senti en tout cas très très différent en tant que dirigeant, en tant que manager. Comment vous voyez l'impact que ça a eu sur les équipes et comment vous accompagnez aussi, on va dire le stress et toutes les émotions que toute cette période peut amener auprès des équipes. Comment vous avez fait concrètement là-dessus? En fait, ce que j'ai exprimé comme idée, c'est qu'il y a un changement d'équilibre en fait au sein des équipes entre moi et mes équipes, entre elles, entre les différents départements et les différents sites. On est une entreprise assez ancienne qui s'inscrit dans une logique durable de long terme et on avait une équipe qui était très stable entre nous. Et là, en quelques jours, on dit télétravail, on dit chômage partiel, chômage technique, c'est pas quelque chose qu'on avait envisagé avant. On change des process dans tous les sens. On doit trouver des solutions pour sauver l'entreprise parce que très rapidement, on voit le mur arriver. Et donc, très rapidement, on est dans un état bien maîtrisé, bien stable, bien durable, que l'on connaît bien. Et en quelques jours, et c'est réellement quelques jours, on change complètement de perspective. De termes, de vision, d'équilibre de tension. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'ouvrir dans 2 semaines. En quelques jours, on est passé de ouvrir dans 2 semaines à essayer de survivre et de passer les mois qui arrivent. Avec, c'est le cas pour tout le monde, une grande anxiété qui est due d'abord à la proximité de la maladie. On la voit arriver, donc on a peur. Ça fait beaucoup de crainte pour tout le monde à domicile et au travail. Avec des changements de processus, donc ils sont toujours de la désorganisation, du changement de de la sortie de zone de confort, et ça est compliqué. Et puis, je pense que ça c'est vraiment plus compliqué, c'est la non-compréhension du timing à venir. On n'a pas de visibilité sur l'agenda. On est rentré là-dedans mi-mars. On espérait à ce moment-là que les confinements durent 45 jours. C'était des hypothèses qu'on avait. Bon, on a compris que ça durait plus longtemps et on ne sait pas encore comment on va sortir de tout ça. Et donc, j'ai des équipes qui ont dû changer la durée de leur vision, le terme de leur vision, qui ont dû changer leur process, sortir de toute leur zone de confort avec une crainte énorme là-dessus et qui en plus n'ont pas de visibilité, pour leurs équipes, qui n'ont pas de visibilité pour eux-mêmes. Enfin, voilà. Je pense qu'en termes d'expérience du stress et difficulté de management et d'organisation, c'est difficilement faire pire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé beaucoup de façons de communiquer entre nous. On est parfois beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. On a compris qu'on devait se dire les choses de manière assez efficace. Et puis, pour l'ensemble, même si c'est pas autant que ce que je voudrais, mais pour l'ensemble, on a réussi à mettre en place un système de coaching, de suivi personnalisé, en tout cas pour tout ce qui est manager, qui fait partie de la cellule de crise pour la gestion de cet événement. Et ils sont suivis, accompagnés par un expert qui connaît les situations de crise, qui connaît les situations de stress, et qui, dès le départ, leur a dit « ça va durer, donc on va à la fois gérer le stress qu'on a chacun et aussi le stress qu'on transmet à nos équipes. » Voilà. Cette composante de gestion du stress, on l'a peut-être pas vue évidemment tout de suite parce qu'on était pris tous autant qu'on est dans nos activités sur l'organisation, les process, mais cette dimension émotionnelle et psychologique est aussi un élément évidemment très important dans tout ce qui est en train de se passer et d'autant plus important dans la perspective de la reprise. Alors,
là, on commence tout doucement à y voir un peu plus clair. On partirait sur sans doute, mais encore une fois avec encore des points d'interrogation sur une réouverture à partir de mi-juin pour des établissements comme le vôtre. Comment vous vous préparez sur cette reprise? Est-ce que, voilà, quels éléments vous avez mis en place pour aborder ces quelques semaines à venir? C'est aussi compliqué parce qu'on a pas mal de gens qui sont pas là, des saisonniers qui sont pas arrivés, qu'on n'a pas intégrés, donc, et des équipes qui sont sur des volumes de travail différents avec l'activité partielle que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on est sur une équipe très restreinte qui est déjà en train de gérer quelque chose de très compliqué et avec laquelle maintenant on est en train de se dire, OK, on est rentré dans la crise, on a géré l'urgence, l'incendie initial et maintenant il faut qu'on essaie de revoir tous nos process. C'est un peu la même chose que pour l'hôtellerie traditionnelle, sur des process d'accueil et d'hébergement. On passe après sur la partie restauration. Et puis, on a toute cette branche activité, loisirs, animation chez nous qui nous est propre. Ce qui est très compliqué, c'est le cas pour tout le monde, c'est qu'on n'arrive pas encore bien à comprendre quelles vont être les normes imposées par l'État, dans beaucoup de processus, par l'État, le gouvernement, qui est en cours de négociation en tout cas, dans beaucoup de processus, et notamment la restauration. Donc, pour l'instant, nous, on se concentre, on travaille sur des process que l'on maîtrise bien, qui sont les process d'accueil et d'hébergement. On essaye d'être pragmatique, on essaye de suivre, d'avoir une veille, je dirais à la fois administrative, juridique et un peu concurrentielle sur tout ce qu'il peut y avoir comme bonne pratique. Il faut qu'on arrive à la fois à répondre à des notions légales et il faut qu'on réponde aussi aux nouvelles attentes des clients, parce que c'est ça qui se passe aussi dans le changement d'équilibre, c'est les clients qui auront de nouvelles attentes. Moi, si on m'avait dit qu'on accueillerait un jour des clients avec un masque sur le visage, j'aurais assez facilement dit que ça me paraît inenvisageable. Et aussi, impossible. Ouais. C'est pas quand on va accueillir les gens sans masque, c'est pas possible. Donc, pas tous nos dogmes, mais beaucoup de nos dogmes ont évolué. On est sur quelque chose de différent. Et donc, on doit revoir tout ça avec essayer de comprendre quelles sont les obligations légales et en même temps, essayer de faire des choses qui vont rassurer nos clients. Parce que nous, ce qu'on aimerait, vous l'avez dit, c'est espérer que sur la deuxième quinzaine de juin, tout ça se libère un peu en espérant que le confinement ait bien marché, que le déconfinement se passe bien et que on arrive à ouvrir en garantissant la sécurité à la fois de nos clients et de nos équipes, de nos staffs. Je me suis perdu dans mon raisonnement. Je me disais mais justement sur ce qu'il va falloir concilier à la fois le légal, les dispositions réglementaires et l'expérience. Il faut réussir à avoir une image auprès du client qui soit rassurante et aussi avec un process qui soit simple, clair, mais qui mette tout le monde en sécurité. On est là-dessus, on est plutôt bien à l'aise sur les accueils et hébergements parce qu'il y a des choses qui sont déjà dites et on voit, y compris dans l'hôtellerie ou chez certains de nos confrères de l'hôtellerie plein air, on voit des bonnes pratiques se mettre en place. Donc ça, on commence à avoir une vision des choses. Pas sûr qu'on soit 100% abouti, mais on a une vision des choses. On a déjà écrit, on a déjà expérimenté, on est déjà en fait dans l'appropriation de ces idées-là. On est un peu moins serein sur la partie restauration parce qu'il nous manque des éléments concrètement, je dirais légaux en tout cas, de ce qui va sortir des négociations avec le gouvernement pour pouvoir se positionner. Oui. Alors c'est vrai qu'en plus vos établissements sont en France, vous avez la chance d'être sur des emplacements assez exceptionnels qui sont, on peut l'imaginer, qui seront sans doute recherchés par la clientèle cet été, si toutefois on a la possibilité de partir en bord de mer notamment. Maintenant, comment votre promesse sur le plein air, elle est aussi une promesse de convivialité. Jusqu'à quel point en fait on peut tenir cette promesse de convivialité dans un tel contexte de distanciation, de masques, d'impossibilité peut-être d'avoir certaines activités que les clients viennent chercher habituellement chez vous? Ouais, je souris un petit peu parce que c'est vraiment le sujet du moment. On a encore fait une réunion vendredi et puis ce matin où on essaye de dire ça, c'est-à-dire que on a dans notre métier une petite carte à jouer, c'est du plein air et donc on a peu finalement de lieux fermés où les gens se réunissent en intérieur. Alors sans vouloir citer d'autres métiers, mais enfin voilà, tout se passe à l'extérieur. Le parcours client entre le moment où il rentre chez nous et le moment où il va jusqu'à son bungalow, c'est du plein air, c'est l'extérieur. Il y a peu de risques là-dessus. Donc, on a des gros avantages de notre métier. Je pense qu'on a des belles choses à défendre. On a en plus, en général, des bungalows qui sont bien équipés, avec une cuisine indépendante, avec des terrasses qui sont distantes et confortables et bien faites. Donc, je pense que là-dessus, on va avoir des éléments rassurants pour nos clients. Mais on a aussi quelque chose d'intrinsèque, c'est qu'on essaye, on promeut
des valeurs de convivialité, enfin voilà, les gens qui viennent chez nous, on fait le choix de venir chez nous et donc de ne pas aller soit dans un hôtel, soit de ne pas aller dans une villa. C'est parce qu'ils veulent que leurs enfants rencontrent d'autres enfants, c'est parce qu'ils veulent rencontrer des gens, c'est parce qu'il voilà, il y a cette convivialité-là. Et là, il va falloir qu'on l'organise tout en respectant ces distanciations sociales, ces gestes barrières qu'on a appris à découvrir depuis quelques semaines, dont il va falloir tirer la quintessence pour que ça marche aussi dans les activités qui sont sur le site. Il y a des choses qui nous paraissent assez faciles. On pourra peut-être organiser encore des cours de yoga sur la plage avec des espaces entre les gens. Ça me paraît plausible. Il y a des choses qui sont plus compliquées. On a des vraies discussions sur les clubs enfants ou sur l'organisation d'événements, d'activités pour les adolescents. Ça fait partie des choses qu'on découvre en avançant. On attend aussi de voir, encore une fois, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, dans les écoles pour ajuster ça, comment les restaurants vont pouvoir s'organiser. On doit trouver des solutions pour garantir la sécurité de chacun, avoir cette distanciation nécessaire, mais garder de la convivialité, en tout cas dans le rapport aux gens. Je pense que les gens qui viennent dans un hôtel de plein air cherchent ce rapport humain simple. Est-ce que ça veut dire que si vous pensez que le niveau d'expérience ou de convivialité proposé est pas conforme à ce que vos clients attendent, est-ce que ça veut dire que vous envisagez de ne pas réouvrir ou même de réouvrir que partiellement? Est-ce que c'est des hypothèses que vous avez posées ou vous travaillez pas sur ce scénario-là? Alors c'est le grand débat. Très clairement, j'espère qu'on ouvrira. Je mets tout mon cœur et toute mon énergie en espérant que ça réouvre. Ça va dépendre des annonces à venir, mais je le souhaite vraiment. Donc, je veux pas avoir de discours trop négatif, mais je pense que cette crise, elle donne un impératif il faut être capable de se remettre en cause. Il faut être capable d'envisager beaucoup de scénarios différents. Se dire on va faire ça et puis pas faire autrement. Je crois que c'est plus possible. Donc moi j'espère, et je passe ce message à toutes les équipes. J'espère vraiment qu'on fera une saison. Je pense qu'elle est encore sauvable dans l'état actuel des choses. Vu l'évolution de la maladie grâce au confinement, vu le travail qui est assez phénoménal, qui est fait par différentes organisations qui sont en négociation ou quoi que ce soit, je pense qu'on arrivera à faire notre métier avec cet ADN de convivialité, mais en intégrant ces nouvelles doses, je dirais, d'hygiène et de sanitaire. Je pense que c'est faisable. Mais ça, c'est très important pour nous. On a fait évoluer nos campings dans l'hôtel de plein air. On est monté en gamme en essayant de mettre au cœur de tout ça l'expérience client. Aujourd'hui, on a passé certains stades et que ce soit dans le professionnalisme et la qualité de l'accueil ou ensuite dans les éléments paysagers, des décorations des lieux de nos villages ou de nos hébergements, enfin de nos restaurants. Oui. Et on a vraiment réfléchi à l'expérience client, essayer de comprendre qu'est-ce qui en était l'ADN et de le garantir à chaque fois. Et on se dit entre nous que si demain, sur nos établissements, il y a plus aucune convivialité, qu'il n'y a plus aucun service, et que la seule chose qu'on fait, c'est héberger sans rien faire d'autre, c'est plus notre offre et c'est plus cohérent avec nos valeurs et avec ce qu'on veut proposer. Voilà. Donc, je préfère vous répondre que je reste très optimiste. Je préfère vous répondre aussi qu'on saura être, je pense, assez innovant et assez audacieux pour, en fonction de l'avancée des choses et en fonction des contraintes qui vont arriver, essayer de twister nos process pour pouvoir répondre à cette attente-là. Mais on fait tout pour que nos clients viennent et passent quand même des vacances qui soient des vacances, qui prennent du bon temps, qui passent au moins du temps en famille, qu'ils aient le temps de lâcher prise, qu'ils aient le temps de découvrir des choses, qu'ils aient le temps peut-être différemment, mais qu'ils aient le temps on fera tout pour avoir des idées en fonction des contraintes qui vont arriver. Alors, vous parlez d'audace et d'innovation. C'est vrai que l'hôtellerie de plein air a quand même beaucoup évolué ces dernières années, et notamment sur le segment haut de gamme que vous représentez. Comment vous voyez, si on sort un petit peu du court terme, comment vous voyez se développer l'hôtellerie de plein air dans les mois à venir, si tout va bien? C'est une question sérieusement très difficile parce que je vais vous dire ce que je pense. J'ai une vision de la façon dont nous on va vouloir évoluer, mais j'ai pas la prétention de penser qu'on va tirer tout le secteur dans cette direction-là. Je pense que c'est un secteur, vous l'avez dit, qui a beaucoup évolué ces derniers temps. Il y a de nouveaux groupes qui se sont formés avec chacun son identité, sa stratégie, ses valeurs et qui sont très très bien et qui sont de très bons concurrents d'ailleurs. Donc je suis pas sûr de comment tout ça va évoluer. J'ai l'impression qu'il va y avoir une segmentation plus faite. J'ai l'impression qu'il y a, dans cette professionnalisation plus forte de notre métier, il y a une segmentation qui s'inscrit, un peu comme ça peut se passer dans l'hôtellerie plus traditionnelle.
Et donc, vous dire comment tout ça va s'équilibrer ensemble, j'en sais rien. Nous concernant, juste pour revenir sur le sujet de la crise, elle nous impose la mise en place de nouvelles choses. On a renforcé l'effort sur la digitalisation. On va devoir se servir de ça pour garantir l'aspect sanitaire lors des check-ins, par exemple, en faisant des choses qui passeront en ligne. Ou, et ça, c'est une de nos grandes opportunités, on pourrait fonctionner en laissant les restaurants en capacité de production et qui pourraient délivrer dans les bungalows. Et là aussi, c'est le digital qui nous permet. Il nous faut une application qui permette à nos clients de venir, de commander auprès de nos restaurants. Et puis ça fait l'équivalent d'un room service. Mais bon, il faut imaginer ça sur des parcs de 30 hectares. C'est pas vraiment dans le couloir. Ça serait une livraison probablement en vélo électrique ou en golfette. Mais donc tout ça pour vous dire que il y a des choses qu'on sentait venir qui venaient de la digitalisation, du besoin d'être plus simple dans le rapport humain, moins administratif, plus dans le partage. Cette crise, elle nous contraint beaucoup, mais elle nous donne aussi ces opportunités-là. Donc ça, je pense que c'est des choses qui pourraient être développées et qui pourront rester après. Et après, sur un moyen terme, moi, ce que je souhaite, c'est de travailler sur le savoir-faire, parce que c'est un métier pas aussi reconnu que ce qui pourrait être, mais c'est un vrai métier avec. Je me permets de dire qu'on a déjà parlé ensemble, parce qu'on a préparé ces choses-là, mais je dis souvent. J'aimerais que nous devenions au camping ce que le Cirque du Soleil est devenu au cirque, c'est-à-dire professionnaliser autant que peu, valider le savoir-faire et puis l'organiser pour pouvoir le transmettre, et puis garder la quintessence des valeurs essentielles à ce qu'est notre métier, qui est la liberté finalement. Le plein air, c'est la liberté, qui est la convivialité, parce que les enfants se rencontrent, les parents se rencontrent, il se passe quelque chose. On a des moments que l'on voit et que l'on identifie qui sont incroyables dans ce métier-là. Et mettre avec tout ça du professionnalisme, de la rigueur, du savoir-faire, et une touche à la française, c'est un peu ce qu'on revendique dans ce qu'on fait, pour que ce soit le plus beau et le plus fluide possible. Voilà. Oui, je crois que dans cette comparaison avec le Cirque du Soleil, il y a aussi cette idée d'esthétique, de créativité, d'audace dans la manière de faire des choses pour proposer des expériences à chaque fois surprenantes et différentes. Et effectivement, aujourd'hui, il y a encore de quoi surprendre avec votre métier. Au-delà, et pour se projeter encore un peu plus loin, même si c'est compliqué dans la période actuelle, pour vous les grands chantiers de l'hospitalité, d'une manière générale. C'est vrai que vous avez une vision de l'hospitalité autour de vos établissements, du plein air, de la liberté, d'une autre manière de vivre ses vacances. Pour vous, est-ce qu'il y a des chantiers prioritaires dont le secteur doit s'emparer pour les années à venir, pour construire une hospitalité justement qui sache tenir compte de toutes ces évolutions et toutes ces mutations? Je crois qu'il y a deux choses assez importantes. Les deux choses se réunissent, mais je pense qu'il y a une et c'est évident, enfin, je me permets d'enfoncer des portes ouvertes, ça paraît un peu trivial, mais je pense que le tourisme doit s'intégrer dans son environnement et sur les deux pieds de l'environnement, c'est-à-dire évidemment le développement durable, l'éco-responsabilité. Cette crise nous fait un peu oublier ce genre de sujet important, mais on sait qu'on va devoir en reparler. Et là-dessus, un petit commentaire. Nous, on est conscient qu'on fera une saison qui sera partielle. On a déjà perdu les premiers mois de la saison, et puis on n'aura probablement pas toute la clientèle habituelle sur juillet-août, parce que peut-être encore des frontières fermées, peut-être encore certaines clientèles étrangères. Ça représente même 60% de nos clients qui seront pas capables de venir. Et donc, on va devoir reconstituer notre base de clientèle à l'avenir. Et je suis persuadé que ce sera un moment important, et que les gens, quand ils choisiront éventuellement le lieu de vacances, quand ils mettront la responsabilité environnementale bien plus au cœur de leurs critères de réflexion, et que les établissements ou les groupes ou les sociétés qui ne font pas attention à ça risqueraient de perdre ou de ne pas regagner leur part de marché. Donc, il faut y aller, on en est conscient. En ce qui nous concerne, on se pose quand même beaucoup la question de savoir quels sont les vrais gestes, quels sont les vrais engagements que doit prendre. Voilà, si c'est pour faire du greenwashing, ça n'a pas d'intérêt. On doit se responsabiliser, on doit communiquer, on doit être clair sur comment on fait, pourquoi on fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Il est évident qu'on a des établissements qui sont assez grands, qui font venir du monde, il s'y passe des choses. Hein. Le but quand même, c'est qu'on offre des prestations d'une qualité réelle, donc ça génère de la consommation. Il faut que cette consommation soit la plus juste, il faut qu'elle soit la mieux organisée. Il faut pas faire les choses sans aucun sens. Donc, on travaille dessus. Moi, ce que je souhaite, c'est d'abord qu'on se pose des questions
et qu'après on prenne des décisions qui soient simples dans leur efficacité, enfin que ce soit clair dans la façon dont ça fonctionne, mais que ça marche, que tout le monde aille dans ce sens-là. Et l'autre qui est l'environnement, un peu rapidement, c'est que je pense aussi que les gens qui partent en vacances, alors je parle des vacances de loisirs, c'est mon métier, je suis pas tellement dans le tourisme d'affaires, vont aussi avoir besoin encore plus d'authenticité, de simplicité dans le rapport aux gens. Je pense que si quelqu'un vient en vacances demain dans le Golfe Saint-Tropez chez nous, ça ne sera plus que pour de la plage. Ça sera, je disais tout l'autre jour, c'est bronzette, planche à voile et planche à voile, mais kitesurf, bronzette, kitesurf et pizza. Je pense qu'il y a autre chose maintenant. Je pense qu'il y a besoin de connecter à une culture locale et on en a une. Sur la Côte d'Azur, une vraie culture intéressante, un besoin de rencontrer des gens, un besoin de voir du vrai, mais de l'authentique et de l'essentiel. Et ça, je pense que ce soit l'hôtellerie plein air ou même les produits para-hôteliers, on va dire, tout le monde va devoir aller dans ce sens-là. Et c'est une bonne chose, parce que je pense que, en tout cas chez nous, les locaux ont des choses à transmettre, à partager, et que ça sera toujours bien de s'inscrire là-dedans. En tout cas, il y a une étude qui vient de paraître, faite par une grande plateforme de réservation, qui tend à montrer qu'il y a quand même une majorité une très très forte majorité de voyageurs et de touristes qui attendent ça, une évolution dans le sens de plus d'écologie. Alors évidemment, quand on regarde dans le détail, ça a trait parfois à des choses un peu certes importantes, mais qui peuvent être anecdotiques, comme la bouteille en plastique ou des choses de ce type-là, mais qui sont en général symboliques. Mais voilà, de dépasser c'est l'anecdotique pour aller, comme vous disiez, dans quelque chose de pragmatique et surtout de réellement efficace et qui soit, on va dire, appropriable à la fois par les équipes et par les clients. Si on arrive sur la fin de cette conversation, merci beaucoup David d'avoir partagé tout ça. Si vous aviez aujourd'hui un seul conseil à partager avec vos confrères hôteliers, que ce soit d'ailleurs de l'hôtellerie de plein air ou de l'hôtellerie plus traditionnelle par rapport à ce que vous avez tiré comme enseignement de cette période? Je suis toujours pas très à l'aise avec les conseils. J'essaye de trouver des solutions. Alors comment vous le vivez? Voilà, quelque chose que. Je pense que toutes les crises, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Je pense qu'on en tirera toujours des leçons, des conclusions, et que je le pense et je le souhaite sincèrement, on s'en sortira et on en sortira grandi, et on sera capable de faire quelque chose de plus. Mais je pense qu'en tout cas moi j'ai retenu quelque chose. Il y a des projets qui traînaient dans les cartons chez nous. Alors pas qui traînaient, mais qui n'avançaient pas assez vite. Oui. Le développement durable en fait réellement partie. On a déjà fait des choses. Hein. On est labellisé Clé Verte sur certains de nos établissements. On a des processus et des engagements qui sont déjà là, mais on n'y est pas allé assez. On s'est pas mis assez dedans. On n'a pas assez réfléchi. On a fait des bons devoirs. On a fait on a pris des mesures. On a fait des trucs. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. On peut se forcer plus. C'est le cas sur d'autres sujets de digitalisation, comme ça. En fait, finalement, on a toujours tendance à dire bon, ben on verra, puis on va d'abord faire la saison, puis après on va s'organiser. Cette crise m'a encore une fois bien confirmé que quand on veut vraiment prendre un sujet à bras-le-corps, on peut. C'est une question à la fois de stratégie et de direction, mais c'est aussi une question de partage avec les équipes. Si tout le monde est conscient dans l'équilibre qui existe avant chez nous, si tout le monde est conscient de l'obligation de changer et cette direction inévitable, je pense que tout le monde est capable de se mettre en mouvement et que ça peut être très rapide. Donc moi, j'aurais une exigence nous concernant sur plus de mobilité pour mettre en place plus de nouvelles choses. Alors il faut pas aller dans tous les sens, que si c'est pour aller dans un côté puis après revenir dans l'autre, on n'a pas gagné grand-chose. Mais une fois que les directions seront bien choisies, on va forcer un peu plus sur la direction et sur la vitesse. Et c'est clair que cette crise nous aura appris qu'on avait une capacité d'aller vite dans le changement, même si au départ on l'envisageait pas de cette manière, et même si on pilote dans l'incertitude, de se rendre compte qu'on est capable de beaucoup plus peut-être qu'on ne le pensait. On finit toujours dans les conversations par une touche un peu plus perso. Est-ce que vous savez déjà, même si vous êtes peut-être dans un monde un peu plus extérieur que la moyenne d'entre nous, est-ce que vous savez déjà ce que sera votre première sortie après le déconfinement? Pour l'instant, on raisonne pas dans ce qui sera possible ou pas possible, mais est-ce que vous aimeriez faire en premier lieu après tout ça? Alors vraiment, moi, j'irai jouer au tennis. J'ai envie de faire que je peux pas encore faire. Non, mais on est donc très personnel. Moi, ce sont des enfants pour lesquels je suis le plus touché, qui commencent à me dire bon, c'est bien tout ça, mais on veut voir nos copains, on
on a de la chance, on a un jardin, on peut se promener dans le voisinage. Donc, je pense que la première chose pour les enfants, et ce sera quelque chose de bien drôle, de bien amusant, et je ferai un maximum pour qu'ils récupèrent malheureusement ce temps qu'ils perdent beaucoup et qui me paraît tellement précieux pour eux. Voilà. Merci beaucoup, David, d'avoir partagé tout ça avec nous. De notre côté, on se retrouve toujours sur la page Facebook d'Hotel & Lodge jeudi à 18h pour une prochaine conversation. Alors cette fois-ci, ce sera Laurence Fay de l'équipe Singularité HFT qui s'entretiendra avec François Marie, qui est directeur général d'exploitation de Naos Hotel Group, qui est donc une société d'investissement et de gestion d'actifs hôteliers. Donc là, on va être un peu plus sur des sujets financiers, mais pas que. Donc encore un grand merci à Hotel & Lodge de pouvoir permettre ces échanges qui, comme vous le voyez, se font de manière, on va dire, assez informelle et on l'espère authentique. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir David. Au revoir Pascal, merci beaucoup. Merci.